chose. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager les différents sujets. Je vais commencer par la partie base de données, et puis il y aura le back-end, le front-end, l'infrastructure, sécurité, l'IA, et puis les divers sujets. Commençons par la partie base de données. Dans la partie base de données, vous savez, le PostgreSQL est très populaire et très utilisé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que PostgreSQL nous a offert plein d'outils qui sont assez forts, assez performants, qu'on n'utilise pas tous les jours. Par exemple, le range colonne. Supposons qu'on a un site de réservation de vélo. Si on veut faire une réservation, on réserve souvent les périodes. On doit indiquer les périodes de réservation. Donc, au lieu d'avoir classiquement une colonne de début, de date de début, une colonne de date de fin, et à nous de calculer les périodes, etc., Postgre nous a fourni un type qui s'appelle date range. Donc, quand on crée la table, on peut indiquer le type date range. Et quand on insère les données, on peut lui indiquer quelles sont les dates de début et quelles sont les dates de fin, et ça va gérer automatiquement. Et le plus fort, c'est que PostgreSQL nous a fourni plein d'opérateurs qui permettent de faire les recherches en manipulant les périodes. Par exemple, ici, c'est une requête qui dit je veux chercher les réservations qui comprend, dont la période comprend la date du 5 avril 2025. Et sachez que, à part le date range, PostgreSQL nous a fourni d'autres types comme int for range, num range, etc., qui permet de manipuler les numériques. Deuxième fonctionnalité de PostgreSQL qui s'appelle identité colonne. Quand on crée les colonnes de type identité, on n'a pas besoin de calculer nous-mêmes le ID et garantir l'unicité de cette colonne. On peut juste spécifier, disant que c'est une generated always as identité primarique, et ça va affecter une valeur pour la colonne ID automatiquement. Quand on fait de l'insertion, il suffit de faire insert into et spécifier les autres colonnes. Et la colonne ID sera remplie automatiquement. Troisième outil, c'est generated colonne. Si on veut afficher le prix de produit TTC, qui sont souvent calculés par le prix hors taxe, multiplié par le TVA, au lieu de faire le calcul nous-mêmes, ou au lieu de faire une colonne fixe et après on oublie de mettre à jour, si on change le TVA, on peut avoir une colonne calculée. Donc, de façon qu'on indique le nom de colonne numérique generated always as, et puis on lui dit comment calculer. Ici, le prix TTC égale le prix hors taxe fois 1 plus TVA. Et quand on fait l'insertion de la donnée, il suffit de lui spécifier le prix hors taxe et le TVA. Et le prix TTC sera affiché automatiquement quand on fait la sélection sur la table. Et quatrième outil, c'est un outil très puissant qui s'appelle Full Text Search. Souvent, le client nous demande de faire des recherches sur les champs de texte. L'option, immédiatement, les gens implémentent déjà Elasticsearch, qui est fait pour ça, mais ça va compliquer l'architecture du projet. Sachez que Postgre a déjà les fonctionnalités de Full Text Search. Par exemple, si on a une table d'articles qui comprend un titre, un contenu, et le ID est généré automatiquement, et on insère son titre et son contenu. On insère par exemple 3 articles, et quand on fait les recherches, on peut lui dire que je veux chercher dans le champ qui est concaténé entre le titre et contenu, et je veux que ça comprenne café, croissant. Donc, dans cet exemple-là, si on cherche café et croissant,
le premier qui contient café et puis un peu plus tard le croissant, il sera sélectionné. Le full text search est très puissant, il permet de faire pas mal de fonctionnalités comme recherche flow, etc. Je vous conseille de regarder sur le talk de Buzz Cree pour apprendre plus sur ce sujet. Donc ça, c'est la partie base de données. Et maintenant, on va passer à la partie backend. Dans la partie backend, en Java, on fait les applications Java avec Spring Boot. Pour connecter à la base de données, on utilise le framework qui s'appelle Hibernate pour éviter de faire les requêtes SQL à la main. Hibernate nous aide à générer les requêtes en fonction de notre classe Java. Mais si on utilise bêtement Hibernate classiquement, ça peut créer des problèmes de performance. Dans un premier temps, sachez qu'il y a des options qui permettent d'afficher la requête SQL et formater SQL dans le console. Et puis, il y a aussi une propriété qui s'appelle générer de statistiques qui permet de fournir des statistiques sur chaque requête SQL qui sont passées en session, qui nous indique combien de temps ça s'est passé pour sélectionner les données et dans quelle partie ça a pris du temps. Est-ce que c'est le retrieve, est-ce que c'est la construction des objets ou c'est la communication réseau, etc., qui nous permet d'avoir des indices plus détaillés sur les requêtes SQL. Pour l'activer, il suffit de mettre true dans les fichiers de properties Spring Boot. En Hibernate, on a aussi un problème de N plus 1, qui est un problème très connu. Imaginons, on a une table auteur. Chaque auteur a écrit plein de livres. Et par défaut, si on fait une requête Hibernate pour récupérer la liste des auteurs, la liste des livres sont en chargement lazy. Ça veut dire il charge que la liste des auteurs. Et après, si on a besoin de récupérer les informations de livres, il va générer les requêtes de livres par auteur, comme sélectionner un livre quand auteur c'est 1 et 2e, 3e, 4e, et autant de requêtes SQL générées par rapport à chaque auteur. Donc ça, c'est le problème N plus 1, parce que auteur, c'est le niveau N, et livre, c'est N plus 1. Pour éviter ce problème, Hibernate a des fonctionnalités proposées. Par exemple, le fetch join. Quand on crée une requête SQL, HQL, au lieu de faire une jointure normale, left join, on fait left join fetch. C'est plus performant et ça permet de réunir la liste des auteurs avec la liste des livres. Et puis, c'est plus performant par rapport à la jointure classique de SQL. Et la deuxième fonctionnalité, c'est on peut utiliser le eCore, qui est assez typique. Pour lui dire, à chaque fois on récupère un auteur, on récupère la totalité de la liste des livres. Et troisième outil, c'est le patch 16. Un patch 16 qui dit, quand on va récupérer une liste des livres, on va récupérer par lot d'un patch. Et puis le 16, c'est à nous de spécifier. Et ici, dans le cas, on récupère par lot de 10. Donc, au lieu d'avoir une requête par auteur, on va avoir 10 par 10. On va avoir les lots de livres de 10 apparaître. Et quand on fait souvent les insertions ou les modifications en masse, par exemple, si on va enregistrer des centaines d'auteurs en un coup, Hibernate passe beaucoup de temps pour générer l'identité de chaque auteur. Pour cela, il est proposé d'utiliser le generated sequence. Donc, en passant par les séquences, c'est plus rapide. Et puis, on peut aussi utiliser en plus allocation size 50. Ici, ça veut dire
je vais avoir ici dans l'entité, c'est Movie, je vais avoir beaucoup de films à insérer dans la base. Je vais réserver une espace de 50 identifiants et au lieu de requêter la séquence une par une, je vais requêter une fois la séquence et pour obtenir 50 identifiants, un espace de 50. Et après, ce sera 51, 52, etc. Donc, ça permet d'éviter de requêter trop souvent la séquence si on a une liste importante à insérer. Et puis, dans les confs de Spring Boot, on peut aussi indiquer les patch 16. Patch 7.30, ça veut dire quand je veux insérer ou modifier les listes des auteurs, je vais modifier par lot de 30 au lieu de une par une. Et author insert et author update, il dit quand je veux modifier ou insérer une liste des auteurs avec une liste des livres, je vais faire de l'ordre déjà insérer tous les livres et après je vais insérer tous les auteurs. Donc ça va changer au lieu de faire l'ordre auteur, livre, auteur, livre. Cela évite le changement de contexte dans la session Hypernet et ça permet d'accélérer aussi la performance. Des fois, on récupère une liste des objets, mais on n'a pas besoin de faire la modification. Dans ce cas-là, Hypernet, on peut dire à Spring Boot et à Hypernet de ne pas garder la session du contexte et puis et de ne pas vérifier si l'objet est modifié entre-temps. Donc ça, c'est la transaction read-only et stateless session. Pour l'utiliser, il suffit de poser une annotation transactionnelle avec read-only égale true. Comme ça, Spring Boot ne garde pas contexte côté Spring. Et côté Hypernet, on peut récupérer la session stateless session avec session factory, ouvrir une session stateless pour lui dire ne pas faire le catch, ne pas vérifier si l'objet est modifié ou pas, parce que je fais juste de la lecture. Et puis, une fois on a récupéré le query, on peut fermer la session. Et ça peut économiser beaucoup de temps et de performance. Pour les requêtes SQL qui comprennent l'opérateur in, sachez que Hypernet va créer un plan d'exécution par paramètre de in. Donc, par exemple, si on veut faire une recherche where id in une liste des paramètres, il va créer beaucoup de plans d'exécution. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les clauses in ne sont pas proposées. Il vaut mieux par autre chose. Dans les confs de Hypernet, il y a un paramètre qui s'appelle include paramètre de padding. Donc, si on active, Hypernet va économiser, va scanner la requête SQL, va économiser le plan d'exécution en regroupant les paramètres similaires dans un seul plan d'exécution, qui peut accélérer les requêtes avec les clauses in. Donc, voici les différents fonctionnalités qui permettent d'améliorer l'utilisation de Hypernet. En Java, ou souvent en programme Spring Boot, le démarrage prend beaucoup de temps. Plus le projet est gros, plus ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est une des priorités de l'équipe de Spring Boot qui veulent améliorer le temps de démarrage. Alors, comment optimiser le démarrage des applications en Java et en Spring Boot? Au début, avant de commencer, il faut savoir pourquoi ça prend du temps. Au démarrage d'une application Spring Boot, l'application fait beaucoup de choses. Il scanne le class path, il va parser le bytecode pour trouver les annotations, il fait de AOP pour trouver les points injection de chaque fonction et générer le proxy. Et puis, il construit l'application contexte qui contient
les configurations de l'application, les contextes et les sessions Hypernet, etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Pour améliorer le temps de démarrage, il y a plusieurs pistes. Premièrement, c'est le plus simple à utiliser, c'est le extractive de jar. Quand une application Java Spring Boot est compilée, on obtient un jar. Si on démarre le jar, on fait java-jar et puis nom de l'application directement. Pour améliorer, sachant que le jar, c'est comme un fichier zip qui est compressé, de temps qu'il contient les fichiers classes. Et on peut utiliser l'option extract qui permet de lancer le jar en décompressant le package. Et comme ça, on peut optimiser le jar et le temps de démarrage pour qu'il ne décompresse plus. C'est une fonctionnalité qui existe depuis Spring Boot 2.3, quelques années déjà. Deuxième solution, qui est une nouveauté sur Spring Boot 3, ça s'appelle Spring AOT, c'est Ahead of Time. C'est une fonctionnalité qui est un peu comme le lazy charge de Hibernate ou en Angular, qui dit au démarrage de l'application, il va scanner notre projet, il va charger seulement les classes nécessaires pour démarrer l'application. Et après, en fonction de l'utilisation de notre application Spring Boot, ça va charger les classes petit à petit. Comme ça, on aura un gain sur le démarrage de l'application. Troisième piste, qui s'appelle CDS, c'est le Cache Data Storage. Alors, comment ça marche? Si on a une application Spring Boot qui est dockerisée, ça veut dire qui est embarquée dans une image Docker, avant de faire une image Docker, on construit l'application avec le jar. On fait une première exécution de l'application qui s'appelle un training run, qui permet de charger l'application avec les contextes nécessaires. Et une fois les contextes sont bien générés et que l'application a démarré, alors on arrête l'application et puis on construit une image de Docker à partir de cet état. Donc comme ça, dans l'image Docker, on contient déjà les contextes qui sont chargés. Et puis lorsque le déploiement, comme les contextes sont déjà compris dans l'image Docker, on n'a pas besoin de recharger, recréer les sessions, refaire les configurations. Et ça économise beaucoup le temps de démarrage. Surtout quand on déploie plusieurs conteneurs d'une même image sur Kubernetes, etc. Pour faciliter l'utilisation de CDS, il y a un projet Laden qui ressemble beaucoup qui a la même utilisation, qui le ressemble beaucoup, mais qui améliore l'utilisation. Une autre façon qui permet d'améliorer le démarrage des applications Spring Boot, qui s'appelle Native Image. On compile, lorsque compilation, on compile directement avec des fichiers exécutables natifs. Comme ça, dans l'image Docker que contient déjà le bytecode. L'avantage, c'est que l'application lance directement sur le code natif. Mais l'inconvénient, c'est que la compilation est un peu plus longue et il y a beaucoup de limitations sur l'application. Par exemple, ça ne marche pas sur les vieux projets Legacy. Et c'est un peu compliqué à utiliser aussi, pour le moment. L'équipe Spring Boot est en train de travailler sur la façon pour faciliter l'utilisation de cette méthode. Si vous déployez vos applications Spring Boot sur Kubernetes, il y a aussi une option qui s'appelle In-Place Resource Resize, qui permet de resizer automatiquement les ressources en fonction des charges de l'application. Avec ces différentes méthodes, d'après les stats, l'application, il peut sur le démo que j'ai assisté, l'application démarrait en 3 secondes
Et avec toutes ces améliorations, il démarre en centaines de millisecondes. Voilà la partie pack. Et maintenant, on va passer à la partie front-end. Cette année, sur le front-end, le sujet principal, c'est la réactivité. Parce que Vue.js et AngularJS sont en train d'orienter vers les signaux. Les signaux, c'est le sujet principal de cette année en front-end. Alors, en Angular, si on fait classiquement, j'ai une page qui possède un bouton et qui affiche un name. Au début, le name, c'est join. Et quand je clique sur le bouton, il appelle une fonction qui s'appelle changeName. Et changeName, le name est changé en Jan. Et classique, rien de compliqué. Mais il y a un problème. C'est que si dans la fonction changeName, j'appelle un serveur, je fais un serveur appel de façon asynchrone. Ici, pour la simulation, on a fait set un timeout. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton, le changeName, le name n'est pas changé immédiatement. Il changera dans une seconde. Mais avant que ce soit changé, en ce moment-là, mais une seconde après, quand la variable name est changée, le composant P est déjà changé. Donc, il ne sait pas si la valeur est changée ou pas. Donc, c'est pour ça que au début, Angular manquait un mécanisme de rafraîchissement des données. Pour cela, Angular utilise, comme maintenant toujours, le Zone.js, qui est une librairie qui permet de charger des données. Alors, avec le Zone.js, si on a une page en Angular, il crée une zone qui contient tous les composants de la page. Si à un moment donné, il y a un événement qui a changé, une variable qui a changé, ici dans ce composant, et le Zone.js est déclenché à partir de composants root. Il va requêter tous les composants fils, un par un, tous les composants, pour savoir si le changement le concerne. Donc là, on l'appelle un dirty change détection ou une détection de changement. En fait, donc à chaque fois il y a un événement sur le front-end, il va parcourir tous les composants pour savoir s'il y a les valeurs à mettre à jour pour l'affichage. C'est comme ça, dans Angular, quand on clique sur le bouton ou quand après que les données sont changées, on a la variable qui a changé, qui est affichée dynamiquement. Mais ce mécanisme, ça crée beaucoup de problèmes puisque à chaque fois, il scanne tous les composants, ça prend beaucoup de mémoire et ça rend l'application assez lente. Et c'est compliqué pour débugger. Et en plus, ça m'est arrivé des fois de devoir charger le composant Change Detector référence et déclencher le data de detection change manuellement. Donc, c'est pas très propre. Donc, c'est pour ça que l'équipe Angular voulait se débarrasser de cette librairie de Zone.js et passer vers le mécanisme de signal. Pour voir les signaux sont faits de cette façon. On crée un signal avec la fonction signal, entre parenthèses, on dit affecte une valeur initiale. Par exemple, ici, je suis en train de créer un signal qui s'appelle quantity, qui est 0 par défaut, et un prix qui est 5 par défaut. Et puis, je crée un signal calculé. Le signal calculé, dedans, on voit qu'il surveille le signal quantité et aussi le prix. À chaque fois, il y a un des deux signaux qui change, soit le prix, soit la quantité. Alors, il va calculer, il va retourner une valeur. Donc, dans cet exemple de total, quand la quantité change, alors il va calculer de façon que quantité soit price et affectée sur le signal total. Un exemple plus concret, donc ici, j'ai un input qui est le nombre de produits, 5. Au début, c'est à 0.
Et puis, je dis le prix unitaire, c'est 5 euros. Et dans mon computed signal, il dit, je vais surveiller le count. Le count, c'est le nombre. À chaque fois quand le count est changé, alors je vais obtenir un nouveau prix. Donc ici, si je change de 0 à 5, et on affiche le prix total de 25. Visuellement, c'est la même présentation que le Angular classique, que ce qu'on fait classiquement, mais derrière le mécanisme, avec ce genre de signaux, on sait quelles sont les relations entre les différents composants et les valeurs. Donc, par exemple, ici, si on a un data ou une donnée qui a changé, on sait quels sont les composants à mettre à jour. Donc, au lieu de regarder, au lieu de demander à chaque composant si tu as changé, si tu as changé ou pas, on sait quelles sont les valeurs à changer directement. Donc, ça va rendre Angular plus performant et plus léger et plus rapide. Voici les signaux. Passons au sujet de l'infrastructure. Souvent, on trouve que le Dockerfile qui est généré par l'application pour déployer notre application en Docker, qui est assez longue. C'est pour ça qu'une équipe a créé un outil qui s'appelle Dofigen. Dans notre application, on crée un fichier dofigen.yaml avec un syntaxe assez simple et facile à comprendre, et avec une commande Dofigen générique qui permet de générer directement le fichier Dockerfile. Donc, cette syntaxe est plus facile et lisible par rapport au Dockerfile. Et puis, je vais passer au sujet de sécurité. Il y a une conférence qui présente les 3 outils de l'OWASP. L'OWASP, c'est un projet ou une communauté qui s'appelle Open Worldwide Application Security Project, qui vise à améliorer la sécurité des applications web. Et ils ont une page web assez intéressante qui s'appelle www.project Top 10. Donc, chaque année, ils sortent les 10 premiers sujets les plus vulnérables en fonction de toutes les applications web. Donc, par exemple, en 2021, le premier sujet vulnérable, c'est le Broken Access Control. Et après, on a Cryptographic Failure, injection, etc. Pour chaque sujet, il détaille qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de faille. Et puis, donc, le but de cette conférence est de nous présenter les différents outils à utiliser pour éviter ce genre de faille. Avant ça, sachez que OWASP a créé 2 projets pour que les développeurs puissent tester. Un projet Truth Shop et un deuxième qui est écrit en JavaScript. Un deuxième projet Webcode, c'est écrit en Java. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez regrouper les 2 images sur Docker Hub et lancer chez vous, et puis tester ces 2 projets avec les différents outils. Le premier outil qu'ils ont proposé, qui s'appelle Dependency Track. Le projet, il faut qu'on upload notre fichier POM et ça va lister toutes les dépendances et les librairies dont on utilise avec les versions. Il va nous dire s'il y a dans ces versions, dans ces numéros versions, s'il y a des défaillances ou s'il y a une corruption d'utilisation de licence, qui est assez utile. Deuxième outil qui s'appelle ZAP. C'est un ZAD Attack Proxy. En fait, c'est un proxy. Il y a 2 modes. Il y a un mode de scan automatique. Il y a un deuxième mode de scan manuel. Quand on clique sur le bouton scan automatique, on leur fournit l'URL de notre application en localhost ou sur le serveur. Il va détecter tous les endpoints de l'application et nous dire quels sont les potentiels risques
liées au projet WASP et nous donner des conseils pour le corriger. En mode manuel Explore, quand on clique sur le bouton, il va nous lancer le navigateur et c'est à nous de consulter notre page, naviguer un peu sur notre site et il va écouter les différentes requêtes qui sont passées et pour détecter s'il y a des risques de sécurité. Troisième outil, c'est un firewall qui s'appelle Mode Security, qui est posé devant notre serveur web. À chaque fois, il y a une requête qui passe. Il va analyser le contenu de la requête pour voir s'il y a des mots-clés qui sont interdits. Par exemple, s'il voit les mots-clés qui ressemblent à une injection SQL, il va refuser directement la requête. Voilà les trois outils qu'on peut utiliser pour améliorer la sécurité de notre application web. Si on veut jouer au piratage des serveurs, on a une distribution de Linux qui s'appelle Kali Linux, qui est très connue, dans lequel il nous fournit beaucoup d'outils pour le test de notre serveur, pour le piratage, pour renforcer la sécurité. Par exemple, dans les menus, il fournit les analyses de vulnérabilité, il fournit des outils pour les applications web, les outils pour analyser les bases de données, etc. Le problème, c'est que c'est un système Linux qui est très lourd. Et puis, on risque de ne pas modifier. On a peur de modifier les configurations parce que si on modifie une configuration et ça peut rendre les autres applications non utilisables, et on a peur de ne pas mettre à jour. On a peur de mettre à jour la version. C'est pour cela que l'équipe Execol a créé leur outil. En fait, ils ont créé une image Docker. Ils ont créé plusieurs images Docker qui contiennent les différents outils qui ressemblent beaucoup à Kali Linux, mais en fonction de nos besoins, on peut choisir les images adaptées. Donc ça, c'est plus light, c'est plus léger. Et une fois qu'on a fini nos opérations, on peut supprimer ou recréer les Docker conteneurs facilement. Il y a une image full qui contient tous les outils. Il y a des images web qui contiennent seulement les outils concernant les serveurs web. Et il y a des images light, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de jouer avec. Ok. L'IA est un sujet très moderne cette année. Il y a pas mal de sujets d'IA. Donc, je vous présente dans la partie Java, on a Quarkus avec LaunchInfoG. LaunchInfoG, c'est une librairie Python qui permet d'interagir avec les différents modèles de l'IA qui contient et les agents. Mais en Java, les développeurs ont créé une librairie qui s'appelle LaunchInfoG. Donc, pour les développeurs Java, qui peut être utilisé avec le framework Spring Boot ou les applications Java. Mais comme je vous ai présenté tout à l'heure, Spring Boot a un problème de démarrage qui est assez lent. Il y a un nouveau framework Java qui est similaire, qui est moderne, qui s'appelle Quarkus, qui vise à améliorer la performance de l'application par rapport à Spring Boot. Le démarrage, il prend très rapide et ça prend moins de mémoire et c'est plus performant. Alors, et en plus, il l'intègre facilement avec LaunchInfoG. Donc, c'est pour ça qu'il est très à la mode pour les applications qui veulent interagir avec les différents modèles de l'IA. Le code est assez simple. Par exemple, j'ai une fonction qui permet d'analyser les documents PDF. On lui fournit un message, il dit une demande, analyse-moi ce document. Et puis, on lui fournit le fichier PDF. Et l'avantage de LaunchInfoG, c'est qu'au lieu de récupérer
une réponse en string qu'on va parser et comprendre, etc., on peut lui demander de nous fournir de façon structurée, une réponse de façon structurée. Et comme ça, on obtient notre objet Java qu'on puisse utiliser facilement. Donc, le syntaxe de Cactus plus Longchain Function est très simple. Il y a un deuxième projet d'IA qui est assez intéressant. Il est fait en Python. Dans Python, il y a une librairie qui s'appelle SonicP qui permet de générer les musiques ou créer les notes ou interagir avec le son. Ce projet consiste à utiliser le framework SonicP, interagir avec OpenAI, qui permet de générer des musiques en fonction de nos différents paramètres qui s'appellent. Le projet s'appelle Music Agent. Sur l'interface, on lui indique, par exemple, quels sont les modèles d'IA qu'on veut utiliser, quels sont les genres de musique, quelle est la durée de la musique qu'on veut générer. En cliquant sur Générer musique, on aura la musique qui est générée par l'IA. Donc, vous pouvez jouer avec aussi, c'est très intéressant. À part tout ça, il y a des sujets divers qui sont aussi intéressants. Tout d'abord, il y a l'outil Git-Butler. C'est un client Git. Quand on travaille sur Git pendant notre environnement, on a souvent ramené à changer notre contexte, changer de branche ou changer de fonctionnalité. L'outil Git-Butler qui crée qui a une notion de branche virtuelle qui est créée par l'outil. Si j'ai des changements en cours, on peut séparer les changements par les différentes branches virtuelles. Donc, qui permet de séparer les commits et qui nous permet de séparer les différents contextes. Par exemple, ici, j'ai une première j'ai une première branche qui permet de travailler sur la première fonction. Et là, à côté, j'ai une deuxième fonction et une troisième fonction à travailler. Avec les outils, on peut changer le contexte très facilement. Donc, ça permet d'avoir les branches très légères et flexibles à utiliser. On peut changer le contexte facilement et rapidement. Ça peut réduire le nombre de conflits puisque c'est mieux organisé. Ça peut aussi nous faciliter les tâches de l'intégration continue. Les deux inconvénients, c'est qu'il nécessite d'avoir une origine, ça veut dire avoir une branche en remote, la branche principale en remote, GitLab. Et puis, il y a une limitation sur l'utilisation des hooks si on veut interagir avec Jenkins, etc. Donc ça, c'est une fonctionnalité que l'équipe sont en train de travailler pour l'améliorer. J'ai suivi une autre conférence qui s'appelle une revue de code qui traîne. Souvent dans l'équipe, on a des problèmes de revue de code, de genre ça prend du temps, on attend que l'autre nous valide le revue de code. Et le présentateur nous a proposé un modèle qui s'appelle Ship, Show et Ask. En fait, ce sont les trois types de merge qu'on peut utiliser en fonction de nos besoins. Le ship qui consiste à dire que je vais committer directement sur la branche master ou develop sans besoin d'être revu par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu risqué. C'est adapté pour les experts qui veulent faire les hotfix rapidement sur la prod. Donc, il n'a pas besoin, s'il y a une régression sur la production, il n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un valide sa correction. Il peut communiquer et il peut committer directement. Il y a un deuxième, mais c'est trop risqué. Donc, il faut qu'il soit expert, il soit sûr de ne pas introduire les conflits. Deuxième type qui s'appelle show, ça veut dire il suffit que mes scans de CI/CD passent.
par exemple Jenkins ou Kubernetes. Il suffit que mon code passe par les scans de CI/CD. Et puis, l'équipe peut revenir sur ma PR, ma pull request, pour reviewer après, pour laisser des commentaires, discuter, etc. Donc, concrètement, si je développe une fonctionnalité, je push sur le serveur et je vois si toutes les indications de CI/CD sont vertes. Si tout est vert, c'est bon, je merge. Et après, quelques jours après, si quelqu'un a le temps, il peut revenir sur mon code pour voir s'il y a des commentaires à faire, s'il y a des choses à corriger. Donc, ce type de merge est adapté pour le cas où on a un deadline qui est très short. Par exemple, on a une deadline, je n'ai pas le temps d'attendre que les autres valident ma PR pour livrer la fonctionnalité. Ou ça peut être fait pour le refactoring. Si je veux refactorer le code, c'est un code, mais qui a beaucoup de changements, souvent les équipes n'ont pas le temps de tout lire tous les changements. Donc, je peux merger puisque je suis garanti par le CI/CD. Et puis, ça peut être utile pour le partage de connaissances. Donc, je fais mon commit et quelqu'un va venir pour regarder comment j'ai fait pour cette fonctionnalité. L'avantage, c'est qu'on peut obtenir les vrais feedbacks de l'équipe, puisque l'équipe peut prendre du temps pour analyser mon code, pour faire des remarques. Donc, ce sont les vrais feedbacks adaptés. On peut intégrer les suggestions sans ralentir le développement, puisque je n'ai pas besoin d'attendre la validation de ma PR. Et ça améliore la collaboration dans l'équipe. Il y a le troisième type de revue de code qui s'appelle Ask. C'est ce qu'on fait actuellement. Classiquement, c'est qu'il faut, avant de merger ma pull request, il faut que ce soit validé par l'équipe. Ce type de merge est plutôt adapté pour les nouvelles fonctionnalités que personne ne connaît pas, où on fait des modifications assez critiques, il faut être validé par tout le monde, ou pour les développeurs juniors, il faut que ce soit un développeur senior qui le valide avant de merger sur la branche master. Ce type de merge, ça permet de faire les révisions par plusieurs membres de l'équipe et ça peut aider à détecter les problèmes potentiels. Donc voilà les trois types de merge. On n'est pas obligé d'appliquer tous les trois en un coup, mais ce serait bien d'y penser en fonction des différentes situations. Il y a un autre sujet qui s'appelle Cloud Container Dev Environnement. Souvent, dans un projet, pour les nouveaux arrivés, on prend beaucoup de temps pour l'installation de l'environnement. Donc, c'est pour ça là, il y a une notion de Cloud Dev Environnement et Container Dev Environnement qui consiste à avoir une image de l'environnement et dès qu'il y a un nouveau développeur dans l'équipe, on peut leur fournir l'environnement directement. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de configuration locale à faire. Ça satisfait bien à la notion de Green IT. Le développeur, il est plus rapide, plus vite opérationnel sur le projet. Et on est protégé par les connexions SSH. Le premier outil qu'ils ont proposé, qui s'appelle Firebase Studio. C'est un IDE en ligne. Donc, il suffit qu'on prépare l'environnement sur leur site. Et dès qu'il y a un nouveau développeur qui arrive, on peut leur fournir l'environnement directement. Les deux autres, ce sont les conteneurs. Conteneurs de développement. Le principe est identique. Le deuxième qui s'appelle Gitpod, sur lequel on lui fournit le conteneur de développement
Et le développeur ouvre le conteneur et puis il peut démarrer sur le projet rapidement. Le troisième outil qui s'appelle DevPod, c'est un plugin, c'est un plugin qu'on peut installer sur VS Code ou sur IntelliJ. Le principe, c'est pareil, on prépare un fichier de configuration de l'environnement. Dès qu'on veut générer un nouvel environnement de développement, on lui fournit le fichier conf et l'environnement est déjà préparé. Et puis, dernier sujet, je me pose souvent la question, comment faire la veille? Comment savoir les nouveautés sur les différentes technologies? Quelles sont la mode en ce moment, etc. Donc, j'ai suivi une conférence qui s'appelle les top podcasts tech en France. Ce sont tous les techs français qu'on peut écouter à tout moment, lors du transport, etc. Et qui nous permet de rester sur veille. Il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est orienté développeurs. Pour les développeurs, il y a les podcasts qui s'appellent If This Then Dev, double slash, Cast Coder, etc., etc. Et il y a le Tech for All qui concentre sur les cultures techniques en général. Par exemple, le rendez-vous tech. Et puis ici, il y a des formats longs, il y a des formats courts de moins de 10 minutes qui présentent des différents sujets. Troisième groupe qui s'appelle niche, ce sont les sujets en particulier. Par exemple, underscore. Il y a qu'à m'expliquer. Big Data Hebdo, pour les Big Data, ça c'est pour l'IA, etc. Donc ça, ce sont les chaînes qui présentent les sujets en particulier. Et après, pour les futurs CIO, CTO, on n'a pas oublié non plus. Donc, ce sont les podcasts qui invitent les CEO ou les grands chefs des entreprises de l'équipe de temps en temps pour présenter leur sujet. Donc, il y en a comme French Tech, Tech 45 minutes, CTOZ, etc. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez les écouter. Voilà les différents sujets que j'ai suivis lorsque de Devox. Ici, je vais vous lister toutes les conférences que j'ai suivies pour vous présenter sur cette qui m'ont servi de cette présentation. Merci beaucoup à Devox de nous avoir présenté tous ces sujets. Ça m'a élargi ma vision technique. Et merci à Inoko de m'avoir offert cette occasion de participer au Devox. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous souhaitez détailler, on peut en discuter plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Merci Yang pour cette présentation en tout cas. On va attendre quelques minutes s'il y a des questions dans le chat. Oui. À savoir que vous pourrez aussi retrouver cette présentation en replay. Ah. Oui, alors du coup, l'événement est enregistré et il va être posté sur notre chaîne YouTube Inoko d'ici ce soir ou demain. On fera un petit partage. Il y aura un mail qui partira avec le replay. Voilà. Oui. Le support de présentation, je peux mettre sur notre drive partagé pour que vous puissiez consulter plus tard. Pas forcément des questions si vous avez des retours d'expérience sur ces outils que j'ai préparés, que j'ai présentés, ou si vous avez des sujets intéressés, vous pouvez en présenter.
Hop. Donc on a... Alors, Yang, est-ce que tu as pu voir la question de Quentin? Oui, je suis en train de dire, Quentin demande la partie SQL, PostgreSQL, avec le generated column, et par rapport à Hypernet séquence, quelle est la plus performante entre les deux solutions? Moi, je dirais la séquence est plus performante. Dans PostgreSQL, l'identité colonne, il n'a pas présenté, je ne sais pas en détail, mais je doute que derrière, c'est aussi une séquence qui tourne, qui permet de fournir les ID. Donc, Hypernet, c'est l'utilisation de cette séquence en Java. Mais sachant que dans Hypernet, on peut l'utiliser de réserver une plage de séquences, une plage d'identité, au lieu de requêter la séquence à chaque fois. Donc, c'est le allocation 16 qui est 50. Ça qui est très intéressant quand on fait l'insertion, par exemple, les cinquantaines d'éléments dans la liste, on peut obtenir déjà les chiffres entre 0 et 50. Donc, si on veut la simplicité d'utilisation, on peut utiliser Postgre Generated Identity Column. Et si on cherche la performance, c'est plutôt Hypernet. Il y a Rémi qui a dit j'ai beaucoup aimé Carcus et je l'ai testé. Très bien. Carcus, c'est devenu un peu moderne et ça a fait beaucoup de pubs sur Devox cette année. Donc, je ne doute pas que ces utilisateurs vont augmenter. Et côté Spring, ils savent qu'ils ont des problèmes de performance au démarrage. Quand j'ai discuté avec l'équipe de développeurs de Spring Boot, ils ont deux priorités cette année ou dans les années qui arrivent. Premièrement, c'est le AOT, Spring AOT, qui permet d'améliorer, booster le démarrage des applications. Deuxièmement, c'est l'intégration avec l'IA, le module Spring IA. Donc, comme ça, ils peuvent rester sur le marché au lieu d'être envahis par Carcus. Mais Carcus, c'est un projet assez sympa à tester. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. On attend encore 1 minute ou 2. Oui. Et en tout cas, savoir que si un sujet en particulier vous intéresse, Yang a partagé les références. Et pour chaque référence, le replay sera sur YouTube, sur la chaîne Devox. Oui. Vous pouvez aussi me contacter pour les sujets en particulier parce qu'en 1 heure, je n'ai pas le temps de tout détailler. S'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, on peut en discuter plus tard. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions, que des remerciements. Ok, merci tout le monde. Pour ton temps et pour le partage. De rien, ça fait plaisir de pouvoir partager ces connaissances avec vous. Il y a pas mal de nouveautés. Quelqu'un est encore en train d'écrire.
Voilà. Et bah, écoutez, on va clôturer l'événement dans ce cas-là. OK, ça marche.